Bonjour, nous allons voir un cours sur la maladie luxante de la hanche chez l'enfant. Alors, la maladie luxante de la hanche chez l'enfant, qu'on appelait avant, depuis 1932, luxation congénitale de la hanche, maintenant, c'est pas le cas, parce que en 1932, on croyait que la hanche était toujours luxée et donc c'est une définition statique. Avec le temps, cette définition statique est devenue dynamique, c'est-à-dire que la hanche peut être toujours luxée, comme il peut se luxer à un certain moment donné. Alors, c'est pour ça c'est une luxation qui n'est pas toujours permanente de la tête fémorale par rapport au cotyle. C'est-à-dire, on va se trouver avec deux situations. La première situation, soit que c'est au moment de l'examen, il s'agit d'une hanche luxable, c'est-à-dire que la hanche elle est en place, la tête elle est en place, on regarde l'acétopilum, mais à un certain moment donné, lorsqu'on fait un certain mouvement, on arrive à luxer cette hanche, et on parle d'une hanche luxable. Ou la deuxième situation, c'est la hanche luxée. Lors de l'examen, on trouve que la tête il est en dehors du cotyle, donc il est luxé. Mais à l'intérieur de cette situation, on se trouve avec deux situations. Soit que cette hanche luxée, on arrive à la réduire par une manœuvre et elle devient réductible, et on parle d'une hanche luxée réductible, soit, quelle que soit la manœuvre, quel que soit le mouvement, cette hanche, cette tête fémorale reste toujours en dehors et donc il s'agit d'une hanche luxée irréductible. Donc finalement, on va se trouver avec trois situations lors de l'examen d'un nouveau-né. Soit c'est une hanche en place qu'on arrive à luxer, c'est une hanche luxable, soit qu'il est luxé mais qu'on arrive à réduire, c'est une hanche luxée réductible, soit qu'il est luxé qu'on n'arrive jamais à réduire, c'est une hanche irréductible. L'objectif du cours, c'est bien sûr, tout le monde doit reconnaître cliniquement une maladie luxante chez un nouveau-né et doit en faire le dépistage. Deuxième objectif, c'est de reconnaître à l'anamnèse des facteurs de risque de cette maladie luxante parce que c'est important de les savoir. Troisième objectif, c'est savoir palper une hanche, savoir s'il s'agit d'une hanche luxée, luxable ou irréductible chez un nouveau-né. Et puis, bien sûr, il faut savoir conduire une démarche nécessaire devant une hanche suspecte. Et à la fin, il faut bien savoir comment expliquer aux parents quelles sont les éventualités thérapeutiques, quel est le pronostic, et puis l'adresser chez le spécialiste. Alors, les étiologies, c'est plutôt multifactoriel. Premier facteur de risque, c'est l'hérédité. Et donc, il faut toujours chercher à l'interrogatoire s'il n'y a pas de cas similaires dans la famille. Deuxième facteur de risque, c'est la présence d'une hyperlaxité ligamentaire. On peut bien l'examiner chez un nouveau-né en examinant le poignet, les doigts, le coude, le genou, la cheville. On va trouver qu'il y a un mouvement exagéré de l'articulation. Donc il s'agit bel et bien d'une hyperlaxité ligamentaire. Un troisième facteur de risque, c'est qu'il faut demander à l'interrogatoire la présentation du bébé, s'il s'agit d'une présentation de siège, et surtout, comme vous voyez au niveau du schéma C, c'est la présentation de siège genou en extension qui est le facteur le plus important. Facteur de risque également, c'est malheureusement, on voit toujours dans notre culture des mamans qui mettent le hanche et le genou des bébés en extension. On appelle ça en arabe tgmat. Chose qu'il faut complètement proscrire parce que cette position, il favorise l'excentration de la tête et la luxation par la suite. Par contre, il faut encourager les mamans à la position en califourchon. Pourquoi? Parce que la position califourchon, il met les hanches en abduction et donc flexion et centre bien les hanches et il permet un bon développement de la tête et de l'acétabulum. Un autre facteur de risque, c'est il faut le chercher à l'examen clinique à la naissance. La torticolis congénitale, ça c'est des bébés qui voient un petit peu d'un côté plus que l'autre et puis donc ça témoigne que le bébé il a dû un petit peu souffrir dans sa position en intra-utérine
Et donc, par conséquent, la hanche est probablement, là aussi, il était dans une position contraignante. Il faut chercher s'il y a un métatarsus varus pour la même raison. Le pied était dans une position pas confortable, ça sous-entend que la hanche le sera probablement. Et puis, il y a un troisième signe qu'il faut chercher. S'il y a un junior recurvatum chez le bébé, c'est-à-dire une hyper-extension du genou. Ça aussi, de la même manière, ce genou-là, il aurait dû être dans une position contraignante, ce qui expose également la hanche, et donc une forte chance d'avoir une luxation de hanche associée. Alors finalement, pour résumer les principaux facteurs de risque, il y a le cas similaire dans la famille, présentation de siège, mettre un enfant en extension, donc il faut toujours demander est-ce que la maman il a dû mettre l'enfant les hanches en extension, la présence à la naissance d'une torticolis congénitale, d'un métatarsus varus, junior recurvatum, et il faut bien examiner l'enfant et le bébé, est-ce qu'il a une hyperlaxité ligamentaire. Ajoutons à ça, il y a le sexe féminin qui est un facteur de risque. Et puis le premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce que le premier-né, il s'est développé dans un utérus qui est encore petit, c'est primipare. Et donc, il est exposé à être dans des positions un petit peu contraignantes. C'est pas comme le deuxième ou le troisième. Il trouvera un utérus un petit peu plus dilaté, plus confortable. Alors, donc le dépistage doit se faire donc clinique à la naissance. Pour faire le dépistage, il faut bien sûr un bon relâchement musculaire de la part de l'examinateur. Il faut que le médecin soit bien décontracté au niveau de ses mains, de ses poignets pour bien examiner. Et puis le bébé doit être bien contracté à côté de sa maman, peut-être un biberon dans une salle bien chaude, bien réchauffer les mains. Il ne faut pas les mains que soient froides pour ne pas exciter les muscles et le rendre plus contractile, parce que sinon ça rend l'examen difficile. Ça commence par l'inspection. Il faut chercher les plis de flexion. Comme vous voyez sur cette photo là, on voit deux plis par rapport à l'autre côté qui est un seul pli, donc une asymétrie. Si on prend le bébé en position verticale, on remarque la même chose, hein. Donc il y a une asymétrie des plis de flexion. Deuxième signe à l'inspection, c'est l'inégalité de longueur du membre inférieur. Donc vous voyez que sur cette photo là, on a un raccourcissement du membre qu'on peut bien l'objectiver par ce qu'on appelle signe de Galizzi, en mettant le bébé sur le dos et puis fléchir les hanches à 90 degrés, et on voit que les deux genoux ne se situent pas sur la même ligne horizontale, et on peut bien même chiffrer même inégalité. Donc c'est un raccourcissement de la cuisse. Troisième signe à l'inspection ou à la palpation, c'est la limitation de l'abduction. Comme vous voyez sur ce schéma, l'abduction ici du côté droit il est normal, mais que ça paraît limité du côté gauche, et donc ça fait une hanche très suspecte. L'étude de l'abduction, il faut mettre l'enfant sur le dos, bien à plat, hanche fléchie à 90 degrés, et puis mesurer l'angle de l'abduction. Si la hanche, l'angle d'abduction est inférieur à 100 degrés, donc c'est une hanche suspecte. La normale, c'est entre 60 et 85 degrés. Alors, toute limitation de l'abduction chez un nouveau-né est une maladie luxon de la hanche jusqu'à preuve du contraire. La confirmation diagnostique est d'abord clinique. Donc, une fois qu'on a des éléments à l'inspection qui font fort suspecter la hanche, on passe à ce qu'on appelle les manœuvres de palpation de hanche. La première manœuvre, c'est la manœuvre d'ortolanie pour chercher le signe de Rousseau. Consiste à quoi cette manœuvre d'ortolanie? Alors la manœuvre d'ortolanie, regardez de cette hanche, on doit empaumer les deux genoux, le pouce sur la face interne de la cuisse et le majeur en regard du grand trochanter. Alors regardez là, la tête, il était au départ à l'intérieur. En faisant l'adduction et en poussant sur la face interne avec notre pouce, on va luxer la tête.
Là, on est dans une situation d'une hanche luxable, c'est-à-dire qu'il était à l'intérieur et qui s'est luxé avec la manœuvre. Deuxième position, c'est la hanche luxée réductible. Au départ, il était à l'extérieur. En faisant la manœuvre d'abduction, en poussant sur la majeure sur la face externe de la cuisse, bien sûr, on va réintégrer la tête. Donc, on était dans une position luxée à une position tête en place. Donc, c'est une hanche qui était luxée, mais qui est réductible. Si vous trouvez ça, on dit que c'est la manœuvre d'Ortolani est positive avec un signe de Rousseau présent. Et on peut se trouver avec les deux situations. Est-ce que c'est une hanche luxable? Est-ce que c'est une hanche luxée réductible? Oui. Si la manœuvre d'Ortolani est positive, là, on a un diagnostic. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais s'il est négatif, on passe à la deuxième manœuvre. C'est la manœuvre de Barlow. Et comme vous voyez ici, la manœuvre de Barlow, on empaume d'une main le genou, mais on bloque le bassin de l'autre main. Donc ça se fait de côté par rapport à un côté. Alors regardez dans cette manœuvre de Barlow qui cherche le signe de piston. On fait des manœuvres antéro-postérieures. Regardez là, on bloque le bassin, on pousse sur le genou vers l'arrière ou vers le bas si vous voulez, et on va sentir un passage, un petit jeu, passage de la tête en position luxée, en position normale, vers une position luxée en postérieure. Et donc ce petit jeu là, on va le sentir comme un piston. Donc c'est une hanche qui était réduite qui se luxe. Par contre, s'il est luxé, on va mettre la manœuvre, mais en tirant vers le haut, c'est-à-dire que la tête qui était luxée en arrière, on va la remettre en tirant vers le haut. Donc, on est en train de la réduire. Si le signe de piston est positif, c'est-à-dire c'est une malédiction de la hanche, on s'arrête là et on peut démarrer notre prise en charge thérapeutique. Alors, sauf que le ressaut n'est pas constant. On trouvera le ressaut au début, chez un nouveau-né. Pourquoi on trouvera il est franc au début? Parce que en passant d'une position normale vers une position luxée, la tête doit franchir un obstacle qu'on appelle le labrum. Le labrum est encore saillant, est encore fraîche, on n'est pas encore écrasé. Donc ça ne va pas faire brusquement, et on va sentir un ressaut franc. Avec le temps, avec ce va-et-vient, ce labrum va s'émousser, on va sentir moins ce passage-là, c'est pour cela qu'on parle d'un ressaut léger. Et plutôt, on va sentir un petit piston qui commence à ressentir. Dans cette phase-là, on pourra avoir un Barlow positif et un Ortolani positif, c'est-à-dire on trouvera le piston et le ressaut. Avec le temps, bien sûr, on n'a plus de labrum, et puis on ne sent pas le passage brusque de la tête d'une position normale au luxé, et on sent que juste un jeu sur le piston. Donc on est dans une phase où c'est uniquement le manœuvre de Barlow qui est positif, alors que la manœuvre d'Ortolani est négative. Vous voyez que le ressaut n'est pas toujours présent. Au départ il est présent, il devient moins présent, après on ne le trouve pas. Et c'est le piston qui prend le relais. Pour ça que lorsque la manœuvre de Barlow d'Ortolani est négative, il faut faire la manœuvre de Barlow à la recherche de signes de piston. Alors pour réussir bien le test, il faut que le nouveau-né examinateur soit bien décontracté, refaire les manœuvres plusieurs fois avant de conclure de l'absence de luxation de hanche ou d'une manœuvre négative. Le ressaut est palpable, on le sent, mais on n'est pas audible. S'il est audible, il s'agit d'un craquement de la hanche, et ça c'est un signe physiologique qui est en rapport avec plutôt une hypertrophie du ligament rond plutôt que une luxation de la hanche. Un ressaut, un piston, ça confirme le diagnostic. Là, on n'a pas besoin de bilan pour aller plus loin. Donc là, c'est suffisant pour démarrer un traitement. Et bien sûr, l'absence des deux n'élimine pas le diagnostic également. Alors, si malheureusement le diagnostic n'est pas fait à temps, et on voit le bébé au stade d'un nourrisson encore plus âgé, malheureusement, cette hanche qui est réductible
elle devient irréductible. Et donc, il y a une apparition d'irréductibilité. En général, vers l'âge de 5-6 mois, on commence à voir l'irréductibilité de la hanche. C'est pour ça qu'il faut traiter le bébé avant l'âge de 5 mois. Ou avant l'âge de 4 mois. Alors, comment ça se passe, l'évolution de la déluction de la hanche, pour expliquer tout ça? Alors ça, c'est l'anatomie normale de la hanche. Vous voyez que la tête fémorale, une bonne congruence avec l'acétabulum. Premier élément de stabilité. Deuxième élément de stabilité, c'est une capsule qui est là, qui empêche la luxation. Deuxième élément de stabilité, c'est le labrum qui est bien formé, qui est fait à agrandir l'acétabulum. Et puis le ligament rond qui joue un rôle dans la stabilité de cette articulation. Là, il s'agit d'une hanche normale, avec le temps, bien sûr, sous des contraintes de force au niveau intra-utérine. La hanche va se subluxer en faisant des étirements au niveau de la capsule, et donc cette capsule devient plus lâche, donc un moyen de stabilité qui commence à lâcher. Le labrum qui était bien épaissi, il devient aminci, donc là aussi un deuxième élément de stabilité qui commence à lâcher. Le ligament rond qui devient hypertrophié, et là regardez que on commence à perdre ces éléments de stabilité et expose la hanche à la luxation. On est au stade de hanche luxable. Avec le temps, si on ne fait rien, cette hanche va se luxer complètement. Bien, une hanche luxo-réductible. Une capsule très dilatée, la tête complètement luxée, ligament rond très long. Et puis, regardez, même le fond de cotyle commence à se remplir par de la graisse. Et avec le temps, bien sûr, la tête, elle est très haute, très luxée. Et puis, le cotyle, il est bien rempli avec de la graisse. Et donc, on se trouve avec une hanche irréductible. Alors, si le dépistage précoce non fait, bien sûr, on va commencer à avoir des obstacles à la réductibilité de la hanche. Et on passe d'une hanche réductible à une hanche irréductible. Comme nous avons vu tout à l'heure, le labrum va s'inverser, le ligament rond va devenir hypertrophié, le cotyle va se combler avec de la graisse, et puis les muscles psoas et les muscles adducteurs vont se rétracter, et donc ils vont être un obstacle à l'abaissement de la tête et qu'elle rejoigne le cotyle. Voilà, donc ça, une rétraction. Si le signe de Barlow, la manœuvre de Barlow et la manœuvre d'ortholanie est négatif, là, on doit faire le test de Gleassig. Alors, le test de Gleassig consiste à quoi? C'est qu'on met l'enfant du cubitus dorsal et puis on essaie de tracer la ligne qui rejoint l'ombilique et l'épiniliaque antéro-supérieur. Et donc, le grand trochanter, lorsqu'on le palpe avec le troisième doigt, doit se situer sur cette même ligne. Là, par contre, si on trace la même ligne rejoignant l'ombilique et l'épiniliaque antéro-supérieur et que le doigt qui palpe le grand trochanter est plus haut, est ascensionné, là, on parle d'une ascension du grand trochanter et par conséquent, ascension de la tête fémorale. Donc, le test de Gleassig est positif dans ce cas. Malheureusement, dans certaines situations, on fait le diagnostic jusqu'à l'âge de la marche, parce que l'enfant n'a pas été dépisté, n'a pas été examiné, et donc à la marche, là, les signes deviennent plus évidents, la limitation de flexion est franche, l'inégalité de longueur est très importante, le signe diglycique confirme l'ascension du grand trochanter, mais en plus c'est un enfant qui a une boiterie de Trendelenburg, une boiterie d'équilibration. Et il développe une hyperlordose, comme vous voyez ici, sur l'image, une hyperlordose compensatrice, parce que les hanches, la tête se met en arrière et le lombaire se met une hyperlordose compensatrice. Alors, résumons notre compte à tenir chez le nouveau-né. Tout d'abord, à l'interrogatoire, il faut chercher les facteurs de risque. À l'inspection, rechercher les signes vocateurs, asymétrie des plis, le signe de Galizzi, le raccourcissement du membre. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, on passe aux manœuvres. À la manœuvre d'ortholanie, s'il est positif, c'est bon, mais s'il est négatif, il faut faire la manœuvre de Barlow.
Si la manœuvre de Barlow est positive, ok. S'il est négatif, alors s'il est positif, on va se trouver avec ortolanie-Barlow avec deux situations, hanche luxable ou réductible. S'il est négatif, l'échographie de hanche devient importante à réaliser à l'âge de 1 mois. Chez le nourrisson, c'est surtout l'abduction de la hanche. Souvent, les signes d'ortolanie et de Barlow sont négatifs. Voilà. Ça peut être positif, c'est équationnel, mais surtout, c'est négatif. Et là, c'est tout l'intérêt de signes de Klissick pour rechercher cette sensation de grand trochanter. Chez le grand enfant, le diagnostic est évident, mais on ne doit pas y arriver là. Alors, quelle est l'intérographie de la radiographie standard à la naissance? Il n'a pas d'intérêt diagnostique parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'incidence. La tête fémorale n'est pas encore ossifiée, n'est pas visible, et donc il y a beaucoup de marge d'erreur pour pouvoir peut-être éliminer à tort une luxation de hanche. Il n'est pas contributif dans le dépistage, donc la projection des lignes de petit, il est abandonné parce que c'est une projection qui doit être faite à la naissance. Donc pas de radiographie à la naissance pour le dépistage. Par contre, il reste importante à partir de l'âge de 3 mois parce que les têtes fémoraux sont visibles, commencent à être visibles et la marge d'erreur devient dérisoire. C'est ce qu'on appelle la projection de l'ombre d'âne. Il consiste à quoi? C'est de tracer la ligne de Y qui passe par le bord inférieur interne du cotyle et puis ce qu'on appelle l'indice Y et la perpendiculaire qui passe par le bord externe du cotyle. On va se trouver avec 4 cadrans. Dans le cas normal, la tête fémorale doit se situer sur le cadran inféro-interne. Par contre, s'il est au-dessus de la ligne des Y et situé sur le cadran supra-externe, donc on est devant une hanche luxée. Comme vous voyez sur cette radiographie, du côté gauche, la tête il est sur le cadran inféro-interne, donc position normale. Sur le côté droit, la tête n'est pas encore ossifiée, mais on le devine ici, donc il est sur le cadran supra-externe, donc en position luxée. L'échographie de la hanche est un examen réalisable en périnatal et c'est un bilan de dépistage à l'âge de 1 mois. Il permet un diagnostic de luxation de la hanche, mais il permet encore plus de détecter même des discrètes anomalies anatomiques. Il est utile au corps dans toutes les étapes de prise en charge au cours de traitement. Et on peut y voir est-ce que la tête reste en place, est-ce qu'il est guéri ou non, jusqu'à l'âge de 3 mois. Alors, cette échographie est capitale, comme vous voyez que les estimations sont très variables d'un pied à l'autre, de 1 pour 1000 jusqu'à 3,4%. Pourquoi? Parce que ça dépend du moyen de dépistage des DPI. Si on couple le dépistage clinique et échographique, l'incidence devient plus élevé. Je vous donne l'exemple du Royaume-Uni, où une étude a été faite avec des hanches dépistées cliniquement, ils ont trouvé une incidence de 2,1. Ils sont passés à 8,1 en accouplant l'échographie. D'où l'intérêt de l'échographie dans le dépistage de la maladie luxante de la hanche. Alors, traitement, on peut traiter par une simple culotte d'abduction, facile à faire, simple, et ça permet de mettre la hanche en position de réduction le temps que la hanche guérit. Longeage ou longeage câlin, destiné pour le tout petit, même principe. Et le plus utilisé, c'est le harnais de Pavlik. C'est un harnais de Pavlik avec des sangles antérieures postérieures. Tout l'intérêt, c'est on le met chez le bébé et on n'a pas besoin d'enlever chaque fois qu'on change le couche. Ce n'est pas le cas de la culotte d'abduction où on a besoin de l'enlever au moins 3 fois par jour pour changer les couches. Attelage libre, c'est un autre moyen, mais ça, c'est surtout après le culotte ou le harnais. Ça permet de, une fois que la hanche est bien traitée, on met cet attelle, ça permet à l'enfant de s'asseoir, c'est pour ça qu'on appelle attelage libre, et ça permet de consolider et de faire développer encore mieux la tête fémorale et le cotyle. Un autre moyen, c'est la traction en zénith. C'est pour les hanches irréductibles. Alors, pour les hanches irréductibles, on peut ni faire de culotte ni de harnais. Et donc, on est obligé d'hospitaliser l'enfant pendant 3 semaines avec sa maman. Traction douce, progressive, ramener la tête
progressivement avec la traction, la réduire et mettre un plâtre. C'est un traitement qui nécessite une hospitalisation de 3 semaines avec une anesthésie générale et plâtre. Bon, juste radiographie au cours de la traction était départ, regardez luxé au-dessus de la ligne des Y, 15 jours de traction, là il est au-dessous, on a pu réduire, on met l'abduction, il se centre et voilà, on a pu réduire progressivement, ça prend 2-3 semaines pour arriver à ce résultat sous traction. Alors, quelle est l'indication du traitement en néonatal? C'est pour les hanches luxables, il faut faire une surveillance. Une simple surveillance suffira et recontrôler dans un mois et examiner la hanche si tout va bien. Les hanches irréductibles, il faut absolument les traiter soit par un harnais l'idéal ou par un culot d'abduction. Par contre, une hanche irréductible, c'est une hospitalisation avec traction pendant 3 semaines, puis plâtre. Si cliniquement le bébé est normal et s'il y a des facteurs de risque, il faut obligatoirement faire une échographie de hanche à l'âge de 1 mois. Si l'échographie est anormale, il faut traiter. Si l'échographie et la clinique sont normaux avec 2 facteurs de risque, il faut aller vers une radiographie à l'âge de 4 mois. Alors la complication la plus redoutable qu'il faut savoir pour la luxation de la hanche, c'est la nécrose de la tête fémorale. Alors, il est surtout prédisposé lorsque le harnais est trop serré ou il est porté trop longtemps. Ça entraîne une nécrose de la tête fémorale, qu'on voyait ici. On voit pratiquement pas de tête fémorale sur la radiographie, il est presque complètement nécrosé. Pour la hanche irréductible, 2 moyens de traitement. Un traitement orthopédique, c'est la traction progressive, réduire de façon progressivement à ciel fermé. Voilà. Si échec de traitement orthopédique, bien sûr, on passe à la chirurgie, ciel ouvert, réduction et ostéosynthèse que vous voyez sur cette radiographie. En conclusion, il faut faire un dépistage systématique à la naissance, seul garant d'un résultat meilleur avec un traitement pas cher et en ambulatoire. L'échographie de hanche néonatale est un examen essentiel pour le dépistage chaque fois qu'on a une hanche suspecte ou un facteur de risque. Une prise en charge précoce est l'idéal. Ça permet de traiter facilement en ambulatoire, sans hospitalisation et de garantir les meilleurs résultats. Et